dans l'émission aujourd'hui, vous aurez la rubrique à la découverte de bien sûr. Et je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons à l'habitat du Faso dans la rubrique à la découverte de tout à l'heure pour la suite des témoignages. Aujourd'hui, vous aurez l'information aussi à travers la revue de presse. Et pour la chronique question de droit, on s'intéresse donc à ceux qui occupent illégalement l'espace ou en tout cas la maison ou l'immeuble de quelqu'un sans vouloir sortir. Voilà, on va parler en fait de ces difficultés liées au contrat de bail. On en parlera avec Olivier et Caboret dans la chronique question de droit. Mais bien avant cela, nous allons recevoir donc un président d'OSC. Il sera là pour partager l'actualité aussi avec nous. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin, une fois de plus pour cette aventure. Et pour la première rubrique, on part tout de suite et maintenant au Musée national au niveau de l'habitat du Faso pour découvrir ses habitants. Dorénavant, lorsque vous partez au musée national, donc, qui est situé sur l'avenue Thomas Sankara, en partant bien sûr vers la pédiatrie Charles de Gaulle, vous pouvez voir le musée national juste à votre gauche, si vous venez bien sûr de l'université. Et voilà, au niveau de ce musée national, il y a un nouveau joyau qu'on appelle l'habitat du Faso. Et à l'intérieur de l'habitat du Faso, vous allez retrouver au moins 10 concessions, donc 10 maisons qui représentent 10 ethnies du Burkina Faso, les types de maisons qu'on retrouve dans ces différentes ethnies-là. Vous avez la possibilité d'aller visiter le joyau qu'on appelle habitat du Faso, ou sinon, regardez tout simplement les images que nous allons vous proposer. Et on continue la visite de ces maisons-là avec notre guide. Il s'agit de M. Auguste Bado qui nous conduit à la visite de l'habitat du Faso au sein du musée national. Nous sommes au niveau des Sénifaux et l'une des particularités de l'habitat Sénifaux, vous voyez que c'est une maison en terre, mais le toit est coiffé avec de la paille. Maintenant, et cette paille, vous allez voir qu'il y a deux pentes, puisque ce sont des maisons sous forme rectangulaire. Et il y a également le fait que nous avons deux pièces, contrairement à l'habitat Moara où nous avons une seule pièce et avec un toit, je dirais, de forme circulaire. Et à l'intérieur de l'habitat Sénifaux, il faut dire que vous allez voir qu'il y a des mobiliers typiques au Sénifaux. Vous allez par exemple voir la daba Sénifaux, qui est une grande roue qui est utilisée principalement pour les buts qui vont servir à la culture de l'igname ou de la patate. Alors, à côté de la daba, on peut aussi parler d'autres mobiliers tels que la vannerie, donc les ustensiles. Vous avez des paniers faits à base de feuilles de rognier. Vous avez des sacs également faits à base de feuilles de rognier. Et la plupart de la vannerie est constituée de paille, de feuilles de rognier. Alors donc à l'intérieur, en plus des différents mobiliers, on a aussi sur le plan, je dirais, vestimentaire, des tenues typiques au Sénifaux. Et ce sont des tenues avec une couleur unique, avec des décorations à base de kori. Il faut aussi rappeler qu'en matière d'art culinaire, les Sénifaux ont un repas typique. Il s'agit des pois de terre. Lorsqu'un étranger vient à la maison, on va utiliser la farine de pois de terre pour faire un repas qui ne va pas prendre suffisamment de temps. Parce que lorsque l'étranger arrive, il faut lui trouver quelque chose pour qu'il puisse calmer sa faim avant qu'on puisse préparer un repas lourd. Et en plus de ce repas, les pois de terre sont utilisés comme mets traditionnels. Nous avons également une lance qui est là. C'est utilisé pour se protéger, donc pour la défense et la sûreté. Démarrons cette revue de presse à travers, bien sûr, Sidoya, donc le journal Sidoya pour commencer. Le quotidien d'État affiche à sa une un retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, les motivations expliquées au chef de mission diplomatique. On murmure, Bogandé, la consommation des denrées alimentaires des scolaires autorisée. Ouagadougou, des frères expulsés par leur sœur de la cour familiale. Rencontre ministérielle sur l'autonomisation de la jeune fille. L'UNFPA reçoit l'onction du Premier ministre. Mercure, Sénégal, enfin le bout du tunnel.
La question est posée à la page numéro 3 de Citoyen. Citoyen affiche toujours à sa une nouvelle du front. L'armée pulvérise un pick-up rempli de terroristes. Campagne de vaccination contre la rougeole. 3 489 383 enfants ciblés. Secteur de la gouvernance économique 2023, 99,23% de mobilisation de ressources budgétaires. À présent, la une du nouveau quotidien, la cohésion. La cohésion affiche BBDA, une cagnotte de 154 136 781 francs CFA à partager. Toujours à la une de la cohésion, 28 février 2024, journée mondiale sans Facebook. Essayons de faire l'exercice pour voir si on peut éviter Facebook tout au long de cette journée. La parenté à plaisanterie, une tradition africaine qui favorise la cohésion sociale. Dr Aruna Kabore, chef d'entreprise, la vie de chef d'entreprise et l'intelligence managériale. Retrait des États de l'AES de la CEDEAO, le MACR, donc BE, échange avec le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Crise au Sénégal, le président Macky Sall annonce une loi d'amnistie. Lutte contre la corruption, l'ex-député maire de Houndé et autres dans les mailles du filet ASE. Les droits et les devoirs du prisonnier, un équilibre fragile entre le respect et la responsabilité. Nous passerons à présent au journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une lutte contre la corruption au Burkina, l'ancien député maire de Houndé et autres agents épinglés par l'ASE-LC. Proclamation de l'Évangile, le sens des 3 petits signes de croix. Carême chrétien, quelques aliments qui peuvent remplacer la viande. Vous aurez ces conseils de la diététicienne Yasmine Zerbo à lire à la page numéro 22 du journal Le Pays. Attaque de lieux de culte au Burkina. Donc la Ligue islamique pour la paix au Faso appelle les religieux à l'union. ActuFoot Cameroun est au repos à Jérémy. Toujours à la une de Le Pays ce matin, Symposium international sur les transports de la logistique, la 4e édition placée sous le signe de la résilience. Riposte à l'épidémie de rougeole, la campagne de vaccination officiellement lancée. Révélation, province du Yatenga, carnage à Nodin et à Soro. Nous poursuivons avec le journal L'Observateur parle. L'Obs affiche ce matin retrait du Burkina de la CEDEAO, session d'information avec le corps diplomatique. Lutte contre le terrorisme, le MATDS appelle à signaler tout comportement suspect. Retard lancement des bons de caisse, alerte panique salariale à bord. Soutenance sur la transformation du gingembre, moisson très bien pour la sœur Émilie Balma. Présidentielle sénégalaise, la querelle des dialoguistes et des refusards. Plan national de réponse humanitaire, le CONASUR prépare l'assiette des jours à venir. Paiement du droit d'auteur à la caisse dès demain. Prise en charge des blessés de guerre, certains cas nécessitent du matériel qui n'est pas toujours disponible, selon le professeur Patrick Dakouré, donc orthopédiste, traumatologue. Nous terminons par aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Le Burkina explique et rassure le corps diplomatique. Conseil du cabinet du ministère donc de la communication et du tourisme, des arts et du tourisme bien sûr. Les avant-projets de loi portant un code de la presse et organisation du cinéma examinés. Lutte contre la corruption, l'ex-député maire de Houndé et autres
alpagués par la SELC. Riposte contre la rougeole et la rubéole, le ministre Kargungu supervise la campagne locale de vaccination. Lutte contre le terrorisme, le MATDS invite les populations à dénoncer tout comportement suspect. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso, loi d'amnistie après le dialogue politique au Sénégal. Et l'espoir du grand soir revient chez Sonko et Si. Répartition des droits d'auteur de février, début des paiements par le BBDA ce jeudi. Voilà, voici le titre qui referme justement la lecture du journal aujourd'hui au Faso, mais également la lecture des quotidiens que nous avions sous la main. Merci de vous procurer ces journaux-là, histoire de vous mettre au parfum de l'actualité. À présent, nous allons marquer une petite pause. Ça sera l'occasion, bien sûr, d'aller découvrir les couleurs du temps à travers la météo. On retrouve nos invités juste après. Nous recevons aujourd'hui M. Ayouba Ouattara. Il est chef d'entreprise, il est le président de NEPO Burkina Faso, donc entendez par NEPO, North Atlantic Peace Organization. C'est une organisation russe. On va en parler tout à l'heure. Il est par ailleurs président du mouvement patriotique Le Faso d'abord. Bonjour à vous, monsieur Ouattara. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avant de parler de vos mouvements ou organisations, parlons un peu de l'actualité. Vous avez suivi les événements depuis ce week-end jusqu'à pratiquement hier avec la riposte donc, des FDS burkinabés qui ont combattu les terroristes, qui ont infligé une lourde perte à ces terroristes-là. Et même si aujourd'hui on assiste à des menaces donc, de ces terroristes, le ministère donc, de la Défense qui alerte les populations, qui invite les populations à toujours alerter lorsqu'ils voient des comportements suspects et autres. Comment vous avez suivi les événements et quel serait votre message? Effectivement, vous avez fait la présentation, mais moi c'est M. Ouattara, je suis chef d'entreprise. Je suis effectivement le président local de NEPO, Burkina Faso, North Atlantic Peace Organization, qui est une organisation qui est contre les faits des superpuissances, une organisation qui est là pour la paix. Bien sûr. On va revenir sur les missions, les objectifs et la présentation de vos mouvements. Exactement. Et je suis le président aussi du mouvement patriotique Le Faso d'abord, MPFA. Voilà. Donc, nous avons suivi effectivement avec amertume les événements qui ont secoué l'actualité tout à l'heure. Mais je dirais que c'est aux populations de rester toujours vigilants. Nous n'allons pas dire qu'il y a de complicité interne, mais c'est de rester vigilants et d'alerter parce que en réalité, les populations sont nos éléments guetteurs et nos éléments de surveillance. Et comme nous aimons le dire, nos drones, c'est comme nos drones en fait. Ce sont nos éléments de guerre et en réalité, il faut que nos populations collaborent avec les FDS et avec certaines personnes ressources qui peuvent aussi remonter les informations à temps. Si cela est fait, je pense que les événements qui se sont déroulés, ce seraient des événements plus ou moins, ça ne va pas prendre de l'ampleur. Parce que tout à fait, ce qui est arrivé, nos vaillants FDS et VDP ont pu riposter vigoureusement et les assaillants, on a neutralisé assez d'assaillants, d'autres en ont pris la fuite, mais ils n'ont pas échappé. Ils ne diront pas le contraire, ils n'ont pas échappé à nos, quand même, à nos FDS et VDP. Donc, on invite auprès des populations, c'est d'être vigilant. D'être très vigilant, d'être collaboratif, de signaler tout mouvement suspect, tout mouvement qui tend vraiment à la normalité.
Alors vous, vous êtes de la société civile, si on peut le dire comme ça, vous êtes de la société civile. Vous avez suivi l'actualité aussi avec d'abord le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, Oui. ensuite le sommet de la CEDEAO à Abuja, lever des sanctions contre le Niger. Oui. Alors, on va dire invite ou ouverture à ces trois pays de l'AES à revenir au sein de la CEDEAO. En tant qu'organisateur de la société civile, pour vous, ça devrait être quoi la bonne décision pour les présidents de l'AES? Moi, je pense que l'objectif est clair, comme aime dire le camarade président et le capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif est clair, la mission est claire. Nous avons décidé de prendre notre destin à main. L'AES ne doit pas reculer. L'AES est déjà lancé. L'AES est parti sur une bonne voie. L'AES est sur une pente en monture, comme quelqu'un qui est sur une bicyclette et qui monte sur une pente en monture et qui ne doit pas reculer, se retourner, il ne doit pas reculer, il ne doit que faire qu'avancer, il doit qu'avancer. L'AES ne doit pas revenir en arrière. Ça, avec un ton de fermeté, l'AES doit rester sur ses principes, l'AES doit rester sur sa voie, il n'y a pas à reculer. Et je vous dis que ces chefs d'État, dont j'allais appeler les marionnettes des impérialistes, ces chefs d'État-là, sont toujours à la rescousse. À tout moment, dont ils voient leurs failles, ils partent ici, ils prennent des conseils avec leurs maîtres et ils viennent, ils s'associent, ils voient quelle est la mesure à adopter selon la situation et pour pouvoir rattraper ce qu'ils ont raté. Et ils pensent qu'en voulant inviter, effectivement, les pays de l'AES à revenir en arrière et à lever les sanctions sur la CEDEAO, sans lever les suspensions donc du Burkina Faso et du Mali. Vous avez émis des sanctions, contre le Mali, le Burkina et le Niger. Et le Niger était au centre des débats. Et vous avez levé des suspensions sur le Niger. Lever des suspensions sur le Niger, ça ne veut rien dire. C'est une stratégie adoptée pour faire, décourager ou faire revenir les dirigeants des pays de l'AES en arrière. Pourtant, nous sommes déjà en avance que eux. Donc, moi, je pense que les dirigeants des pays de l'AES doivent rester focus sur leurs missions et leurs objectifs. La vision est claire, la mission est claire, l'objectif est clair. Il faut que nous allons de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous avons dépassé ces étapes-là. Les étapes de négociation ou de levée des sanctions, nous avons dépassé cela. Et déjà même les sanctions n'ont pas d'effet. Ils ont vu que les sanctions retombent sur eux-mêmes. Les sanctions n'ont aucunement d'effet. Même si nos populations vont souffrir, j'ai toujours dit que nous acceptions, souffrir un temps soit peu pour être totalement libérés et souverains, que de rester toujours esclaves d'un maître qui est toujours là pour être comme une télécommande pour nous guider. Donc, pour cela, j'ai dit aux pays de l'AES et à ses dirigeants, au gouvernement, de rester focus sur leur mission. Notre première mission, d'abord, c'est d'éradiquer le banditisme, le grand banditisme que d'autres appellent le terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme, c'est des grands bandits, c'est des narcotrafiquants. Et je le répète, c'est des narcotrafiquants, c'est pas... Sinon, si on voit de la manière dont nous traitons ces bandits, et qu'ils reviennent encore, en réalité, ce n'est pas des terroristes, c'est des envoyés, mais qu'ils sachent quelle voie emprunter. Sinon, vous venez, on vous mate. Si vous repartez, vous êtes réduit en néant ou alors vous êtes réduit en nombre. Si vous repartez, si vous êtes des gens normaux, vous devez aller vous concerter et puis abandonner votre projet. Alors,
Parlons maintenant coopération, parce que c'est ça qui va nous permettre justement de parler de vos mouvements aussi. Ok. Et on se rappelle que le ministre délégué en charge des Affaires étrangères a rencontré le corps diplomatique pour encore expliquer les raisons pour lesquelles l'AES quitte la CEDEAO. Ok. Donc le Burkina aussi quitte la CEDEAO. Ok. Ça veut dire que le Burkina tient aujourd'hui quand même à garder de bons rapports avec la diplomatie. Et aujourd'hui, on va dire que ça va plutôt avec la Russie. Ça va mieux avec la Russie. Oui, ça va très très mieux avec la Russie. Ce n'est pas la Russie seulement. Il y a les BRICS. Il y a les BRICS qui sont là. Quand on parle de la Russie, il faut voir directement les BRICS. Il faut voir directement les pays qui cherchent aussi leur souveraineté et leur indépendance totale, comme les pays comme l'Iran. Il faut voir les pays comme la Chine qui sont déjà développés. Il faut prendre les bons exemples. Ce sont ces pays-là que nous regardons. Ce n'est pas seulement la Russie, la Turquie. Il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a le Venezuela, il y a l'Iran. Donc, quand on prend l'exemple de ces pays, je pense que la collaboration avec la Russie, principalement, est des bonnes guerres. Et en plus de cela, il y a la collaboration avec les autres pays aussi qui sont membres plus ou moins des BRICS. Et les pays aussi qui sont des alliés de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation des géopolitiques où il faut quand même se recadrer. C'est normal, bien normal que nous, actuellement, nous sommes dans notre meilleure posture de pouvoir collaborer avec qui les droits. Voilà. Nous pouvons collaborer avec n'importe quel État que nous voulons, même hormis la Russie, mais la collaboration avec la Russie est la principale collaboration. Et quand on prend l'exemple sur l'Afrique du Sud, quand on prend l'exemple sur l'apartheid en Afrique du Sud, c'est la Russie qui a aidé l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Donc, on peut dire que la Russie, c'est un partenaire qui ne trahit jamais. Donc, pour cela, il faut que nous nous concentrons sur les relations avec la Russie. Et c'est tout normal que vous dites cela, parce que vous êtes le président de NEPO Burkina Faso, donc vous représentez NEPO au Burkina Faso. Voilà, le président NEPO Burkina Faso, North Atlantic Peace Organization. C'est une organisation russe. Présentez-nous justement NEPO. Effectivement, NEPO en anglais, North Atlantic Peace Organization, NAPO, et en français ONAP. Okay. Organisation de la paix de l'Atlantique Nord. Contraire à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ou à NATO qui veut dire North Organization Treaty Atlantic. Ça veut dire que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça c'est l'OTAN qui est là, qui a été formée et créée pour uniquement faire la guerre aux pays soi-disant du tiers-monde. C'est-à-dire les pays les plus faibles. C'est-à-dire des superpuissances se sont rassemblées et ont créé une organisation pour dominer le monde et lutter contre le petit pays qui va soulever son doigt pour dire que non, je veux ma souveraineté, je veux mon indépendance, je coupe son doigt. D'où NEPO a été initié pour contrer cela. NEPO, quand on prend comparativement avec NATO, qui est là pour la guerre, on prend l'exemple de la Libye en 2011, où c'est l'OTAN qui est venu et tuer notre plus grand dirigeant, notre leader, Muammar Kadhafi, qui était là pour l'unité africaine, qui était là pour l'Union africaine, qui était là pour une monnaie commune africaine. Et quand ils ont vu que cela allait enfreindre à leur législation ou leur règlement datant des années 1945, après la Seconde Guerre mondiale, automatiquement, il faut l'éliminer. Et ce n'est pas lui seul. Il faut éliminer tout dirigeant qui voudra soulever son doigt pour dire que oui, moi je veux ma souveraineté, la souveraineté de mon pays, je veux le développement de mon pays. Sinon, ces pays de l'OTAN ne sont ni des puissances que nous,
Ça, c'est un. De deux, ils ne sont pas riches que nous. Ils nous exploitent, ils nous pillent. Donc, voilà pourquoi NEPO a été créé par la Russie. En Russie, NEPO a été créé en Russie et mandaté par la Douma d'État. Certains disent que NEPO est en allégeance avec Wagner, mais c'est là, de toute façon, si toutefois NEPO peut en tout cas intervenir pour que la paix règne dans le monde, NEPO est là pour la paix dans le monde. Et NEPO a choisi le Burkina Faso pour cela, les pays de l'AES en grosso modo, que NEPO a choisi pour cela. Et NEPO est déjà dans d'autres pays en Afrique centrale et d'autres pays aussi en Asie. Donc, l'objectif de NEPO, c'est de ramener la paix et la souveraineté dans le monde. Et vous qui représentez en fait NEPO au Burkina, donc ça veut dire que le siège est en Russie et ensuite maintenant des représentations un peu partout. Et vous représentez l'organisation au Burkina. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme activité pour le Burkina? Qu'est-ce que vous avez comme cahier de charge, par exemple, à exécuter sur le territoire burkinabé? Effectivement, NEPO, je peux dire que NEPO vient d'arriver au Burkina Faso. Il y a de cela maximum 2 mois. Okay. Où le co-président, puisque NEPO a 2 co-présidents, dont on parle de Luc Michel qui est chroniqueur en Belgique, qu'on connaît très bien, et le deuxième co-président c'est M. Ramzou Younous, qui est un afro-descendant, parce que NEPO c'est pour les afro-descendants de la Russie, et il faut le noter, que c'est les afro-descendants de la Russie qui ont créé NEPO, et M. Ramzou Younous, qui est un combattant de la liberté depuis fort longtemps, de la République du Détroit, la République autoproclamée du Détroit aux États-Unis, qui a proclamé son indépendance et qui est à 90% de Noirs. Et voilà pourquoi le choix aussi a été porté, ou alors M. Ramzou Younous a été choisi comme un co-président pour cette lutte, parce qu'il lutte depuis longtemps. Et il était là il y a tout récemment. Nous avons eu quand même à échanger avec des autorités sur certains plans. Par exemple, NEPO prévoit pour le Burkina Faso, qui est le centre de gravité de l'Afrique de l'Ouest et le milieu aussi, il faut dire, le Burkina Faso est entre les 2 pays de l'AES, même si ces 2 pays font frontière, le Burkina Faso est très stratégique. Donc du coup, NEPO a voulu prendre le Burkina Faso comme un pays, le pays hôte des 2 autres pays de l'AES, afin de pouvoir mener à bien sa lutte, puisque selon NEPO, les gouvernements n'ont pas droit à l'erreur, les dirigeants de l'AES n'ont pas aussi droit à l'erreur, ils doivent qu'avancer, parce que s'ils trébuchent, ce n'est pas bon pour eux et ce n'est pas bon pour les populations. Donc, NEPO a décidé d'injecter au moins 50 millions de dollars par mois dans l'hydrocarbure au Burkina Faso. Et dans l'hydrocarbure au Burkina Faso. Et que ce soit directement une commande directe, parce qu'on peut souvent déléguer, mandater, en réalité, les représentants de NEPO comme les coprésidents, les mandatés à aller auprès des producteurs, des pays producteurs de pétrole qui sont déjà en partenariat avec NEPO, qui font l'hydrocarbure à moindre coût pour NEPO, parce qu'ils savent pourquoi NEPO est là. Et en ce moment, NEPO s'en charge, parce qu'il y a déjà aussi des gens, des bailleurs de fonds qui sont là pour, comment on appelle ça encore, l'unité africaine, qui sont là pour lutter aussi, pour accompagner, pour que les États-Unis d'Afrique voient le jour. Donc ces bailleurs de fonds et même des États soutiennent NEPO dans ce sens. Et cela fait que, pas seulement dans l'hydrocarbure, cela fait que le financement de NEPO vient
de ces États qui soutiennent les initiatives de NEPO et ces bailleurs de fonds, que ce soit des afro-descendants ou encore des Russes qui soutiennent NEPO. Ces fonds-là viennent de là et NEPO finance. Vous avez parlé de l'hydrocarbure, ça veut dire qu'on va vous voir sur le terrain de l'hydrocarbure. C'est une organisation qui œuvre pour la paix. Maintenant, sur la situation sécuritaire, qu'est-ce que vous allez, pour la recherche de la paix toujours, qu'est-ce que vous allez apporter? Quelle serait votre stratégie? Parce que j'ai parlé de l'hydrocarbure, je n'ai pas terminé. En fait, okay. Parce que en réalité, il y a l'hydrocarbure qui est le principal... la principale mission à effectuer, mais il y a l'équipement militaire que NEPO aussi a décidé de financer et d'armer le Burkina Faso contre toute agression ennemie. Et ce n'est pas seulement les petits bandits que nous voyons, parce que derrière les petits bandits, il y a des maîtres donneurs d'ordre qui, après avoir fini d'épuiser les plans, qui vont tenter certainement de rentrer en jeu. Donc, pour cela, nous devons nous préparer à les attendre. Et NEPO est là, est venu pour appuyer, enfin, en effet, le Burkina Faso dans ce sens. Quand bien même qu'il y ait une collaboration déjà diplomatique entre les États, c'est-à-dire la Russie et puis le Burkina Faso, mais NEPO aussi, à part, c'est... J'ai accentué quand même des choses. Voilà, NEPO n'est pas lié au gouvernement. Même si NEPO a été mandaté par le gouvernement russe, puisque la demande d'État, c'est la chambre basse du Parlement russe. Donc, un document officiel qui mandate NEPO d'exercer et de s'étendre pour contrer l'OTAN. Donc, cela ne veut pas dire que forcément les collaborations diplomatiques doivent s'arrêter. NEPO a une mission et les collaborations entre États aussi, c'est à part. Voilà, donc que ce soit dans l'armement, les deux principaux soutiens, c'est dans l'armement et dans l'hydrocarbure. Mais il y a d'autres, quand on parle par exemple de l'industriel. Voilà, il y a l'industriel qu'on propose de soutenir, il y a l'agriculture. Ah oui, ça veut dire que, à vous écouter, hein, il y a de l'avantage. Il y a de l'avantage, le fait que le Burkina accueille NEPO et qu'aujourd'hui il y ait une représentation de cette structure ici, d'où votre présidence, justement. Et comment vous êtes organisé? Est-ce que vous participez à des rencontres organisées là-bas en Russie ou comment vous êtes organisé? Comment NEPO est organisé ici? Est-ce que vous avez une équipe autour de vous? Oui, il faut dire qu'en tant que président, nous avons des séances de travail chaque semaine. Nous avons des séances de travail chaque semaine. Nous avons des téléconférences chaque semaine que nous faisons avec des formations aux droits humains. Voilà, parce qu'on ne peut pas créer une organisation d'une telle envergure sans des fondements de base des droits humains. Parce que quand vous voyez la tenue officielle de NEPO, c'est le blanc avec le casque bleu. Voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que la paix. Voilà. Donc du coup, NEPO, nous sommes bien structurés, bien organisés. Nous avons des séances de travail chaque semaine en téléconférence. Il y a des instructions qui sont données, et il y a des formations, il y a des informations, il y a des revues, des perspectives et des rétrospectives. Voilà. Et on sait que vous avez voyagé récemment pour installer une représentante ou un représentant de NEPO. Oui, dans quel effectivement, c'est en Guinée, que nous avons installé une représentante de NEPO. Il y en a déjà un représentant de NEPO au Mali. On est en voie d'installation d'un représentant NEPO au Niger qui, dans les jours à venir, très prochainement,
qui va voir le jour. On voit ça comme la suite, en fait, du soutien des amis du Burkina, dont la Russie, notamment. Exactement. Parce que, vous l'avez dit, ce n'est pas une organisation étatique, même si c'est une organisation qui a quand même l'aval de l'État russe. Donc, ça veut dire que c'est l'accompagnement qui continue, l'accompagnement du Burkina pour faire sortir surtout ce pays-là, les pays de l'AES de leaders terroristes. Monsieur Ouattara, pas seulement des leaders terroristes, d'aller au développement aussi. D'être indépendant, totalement, d'avoir sa souveraineté, d'avoir son mot à dire au sein des pays du monde, au sein du cercle des présidents du monde et de maintenant venir au développement. Voilà. Est-ce à dire que les mois, parce que ça fait 2 mois d'abord que vous existez, est-ce à dire, à travers les rencontres que vous faites, il y a des prémices, est-ce à dire que dans les mois à venir et autres, on va assister à des lancements de projets de la part de NEPO? Oui. Pour le Burkina, au profit du Burkina? Exactement. NEPO est très ordonné et NEPO travaille sur instruction. NEPO ne travaille pas parce que nous devons travailler, même si c'est une organisation non gouvernementale, mais c'est une organisation qui respecte les États qui l'accompagnent. Okay. Donc, pour cela, il y a un canevas bien coordonné et bien ordonné qui a été établi. C'est-à-dire que dès que NEPO est dans votre pays, il faut que vous mandatez NEPO par un document officiel qui va autoriser NEPO à vous accompagner. Que ça soit... Puisque NEPO ne vient pas chez vous pour vous demander 5 francs comme ce que nous avons l'habitude de voir avec nos anciens maîtres, les impérialistes. Ils ne vont pas vous demander 5 francs, mais ils vont vous demander juste, mandatez-nous, mettez-nous au travail et vous allez voir ce que nous allons faire. Dès que vous mandatez NEPO, NEPO se met au travail, il commence à financer là où ils doivent. À l'heure actuelle, la rencontre a eu lieu quand même avec les dirigeants? Oui, okay. Nous avons eu des rencontres avec des autorités, mais nous attendons que le OK, ça veut dire qu'un document officiel et authentique pour que NEPO commence ses activités. Alors, en plus d'être le représentant donc, de NEPO au Burkina, donc le président, vous avez votre propre mouvement au Burkina, bien sûr, le mouvement patriotique de Faso d'Aboua, qui existait bien avant que vous soyez président, bien sûr, de NEPO. Peut-être que c'est ça même qui a fait que vous êtes devenu, n'est-ce pas? Effectivement, président de NEPO. Parce que c'est à travers le mouvement patriotique de Faso d'Abord qu'on m'a contacté et on m'a posé tout un tas de questions, tout un tas de questionnaires dont j'ai répondu. Et à travers cela, ils ont aussi mené certaines enquêtes qui ont permis à ma nomination. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'actualité au sein de ce mouvement? Vu quand même l'actualité aussi au Burkina en question sécuritaire, CEDEAO et tout, est-ce que à travers votre mouvement aussi, vous avez des activités à venir? Oui, à travers notre mouvement, nous en avons eu des activités dans le passé, dont des vivres, des vêtements au PDI, personnes déplacées internes, et nous sommes plus dans la sensibilisation des populations à travers les 45 provinces du Burkina Faso. Nous avons des éléments qui sont sur nos plateformes dont nous sensibilisons quotidiennement pour l'éveil des consciences et pour que on était en train de parler de signaler des cas suspects pour que dès qu'il y a des cas suspects, n'importe où que ce soit sur notre territoire, qu'ils puissent signaler. Et même, il y a même eu des cas dans d'autres pays voisins de l'AIS où on nous a signalé, voilà, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Et quand c'est comme ça, nous aussi, nous avons notre canal pour faire remonter les informations. Voilà. Merci bien. Merci. Monsieur Akhenaton est terminé, monsieur Ouattara. Néanmoins, on va vous donner un mot de fin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire au public, que ce soit de l'implantation de NEPO et puis de la suite des événements au Burkina? Bon,
je peux dire aux populations de toujours rester focus et de rester derrière leurs dirigeants de l'AES, parce que aujourd'hui, peut-être que nous ne voyons pas ce que nous sommes en train de faire, ou alors nos dirigeants sont en train de faire pour nous, mais demain sera meilleur parce que le soleil brillera demain sur tout pays membre de l'AES, que ce soit les 3 pays ou d'autres pays qui viendront s'ajouter. Le soleil brillera bien sur ces pays-là, parce que c'est vraiment, on est bien parti pour notre indépendance entière au total. On est bien parti pour notre souveraineté, pour retrouver notre souveraineté et pour notre développement. Et parlant de développement, il y a actuellement les gens qui disent que bon, les affaires ne bougent pas, l'argent. Oui, moi, je dis toujours l'économie est morose, un peu morose. Mais moi, je dis au peuple de l'AES de vraiment prendre le courage, et on ne peut pas faire les œufs sans casser, les omelettes sans casser les œufs, ce n'est pas possible. Il faut qu'on accepte de supporter un tant soit payé quelque chose pour que demain nous puissions ensemble vivre dans la paix et dans la quiétude. Merci beaucoup, M. Ouattara. Bien, merci. On aura d'autres occasions encore pour des émissions. Merci. Je rappelle que M. Ayouba Ouattara est chef d'entreprise. Il est le président de NEPO Burkina Faso, donc North Atlantic Peace Organization, et par ailleurs président du mouvement patriotique Le Faso d'abord. On a parlé de l'actualité, de la vision de NEPO Burkina et de NEPO en général. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Juste après, on retrouve Olivier pour parler des questions en lien avec la location. Question de droit avec Olivier Kaboré. Olivier Kaboré, chargé de communication de Juristes Sans Frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci à toi d'être là Olivier. Alors, aujourd'hui, c'est un thème qui va beaucoup intéresser donc, les locataires, mais également les bailleurs, certainement. Tout à fait. L'occupation illégale d'une maison ou d'un local à usage d'habitation. Alors, Olivier, dans quel cas on peut dire qu'une personne occupe illégalement en fait, un local? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, l'environnement des locations, si on peut le dire, a fait peau neuve avec l'apparition d'une loi sur le bail, surtout le bail à usage d'habitation. Et en l'occurrence, c'est la loi 103-2015/CNT portant bail à usage d'habitation privée au Burkina Faso qui régit cet environnement-là. Alors, à la lumière des dispositions de cette loi, on se rend compte que le contrat de bail à usage d'habitation privée est un contrat par lequel une personne appelée bailleur met à la disposition du locataire son local ou sa maison, afin que cette personne-là puisse y vivre ou faire vivre sa famille ou faire vivre ses proches moyennant le paiement d'un loyer. Oui. Et au regard de cette définition, une personne qui vit ou qui loue la maison d'une autre personne et qu'au bout d'un certain temps ne paye pas son loyer, ou une personne qui loue une maison pour y vivre ou faire vivre sa famille et au bout d'un certain temps transforme cette maison en débit de boisson ou en magasin, ces personnes-là peuvent être considérées comme utilisant abusivement le local d'autrui. Parce qu'en réalité, au départ, les termes n'étaient pas ça. Okay. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle occupation illégale. Tout à fait. Tu viens, tu loues ma maison, c'est pour dormir. Si après tu la transformes donc en débit de boisson ou en magasin ou en boutique, ça tu l'occupes illégalement. Oui. C'est pas normal. C'est pareil si tu l'occupes et que tu ne payes pas. Tout à fait. C'est les deux cas. Maintenant, est-ce qu'on peut justement prendre un local comme ça, donc venir louer un coin et ne pas faire un contrat de bail écrit? C'est très bien de poser la question parce que malheureusement, nous rencontrons beaucoup de cas comme ça. Et dans la pratique, la majeure partie des cas même, c'est comme ça. Les gens prennent les coûts en location, mais ne prennent pas le soin de
tabler tout ça sur écrit, de mettre toutes ces conditions. C'est comme quoi on ne va pas dire entente, mais en tout cas des compromis. Tout à fait. Entre bailleurs et puis locataires. Tout à fait. Et c'est très dangereux. Voilà. Quand on prend un local, la loi même est claire là-dessus, quand on prend un local pour y vivre ou pour faire vivre ses proches, il faut forcément constater ce contrat-là par écrit. Okay. Et c'est une obligation. Le contrat du bail doit forcément être écrit. Voilà. Et vraiment, c'est encourager les bailleurs parce que souvent, certains bailleurs s'opposent au fait que le contrat soit écrit pour des raisons qui leur sont souvent personnelles. Mais bon, en réalité, quand le contrat est écrit, ça protège plus le bailleur que le locataire. Voilà. Donc, techniquement, le contrat de bail à usage d'habitation doit être écrit. Maintenant, pour l'écrit, justement, est-ce qu'on a besoin, c'est un écrit simple, on n'a pas besoin de l'attestation, je ne sais pas, d'une personne. Non, c'est un écrit simple. Si vous voulez, vous pouvez vous-même rédiger les termes du contrat. Okay. Si vous trouvez que vous n'avez pas les aptitudes à le faire, confiez la rédaction à des personnes qui s'y connaissent ou allez même aux impôts, ils ont des imprimés de contrats de bail là-bas que vous pouvez retirer et faire signer à votre locataire. Okay. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, en tout cas, pour permettre aux bailleurs d'avoir des contrats de bail écrits. Maintenant, dans quel cas le bailleur peut-il reprendre sa maison ou son local à usage d'habitation? Techniquement, quand on loue une maison à quelqu'un, en principe, c'est pour un but précis. Voilà. Tant que la personne ne déconne pas ou qu'il y ait une raison valable, en principe, le bailleur ne pourra pas reprendre sa maison. Maintenant, la loi a permis au bailleur, pour le protéger, de pouvoir reprendre sa maison dans un certain nombre de cas. Par exemple, quand le bailleur veut récupérer sa maison pour y vivre, ça veut dire lui-même, il n'a plus de maison pour vivre. Oui. Donc, il peut en ce moment demander au locataire de quitter sa maison dans un certain délai afin qu'il puisse y vivre ou y vivre avec sa famille. Ou s'il y a un de ses enfants ou un de ses parents directs qui n'a pas de où vivre, il peut demander au locataire de quitter la maison afin qu'il puisse installer ses proches, son enfant ou ses parents. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Le deuxième cas, un locataire qui ne paye pas son loyer. Oui. Voilà. Quand un locataire ne paye pas son loyer, ne respecte pas les termes du contrat, je disais tantôt qu'il faut payer le loyer. Quand le locataire ne paye pas le loyer, le bailleur aussi a la possibilité de reprendre sa maison. Okay. Voilà. Quand le locataire change la destination de la maison, voilà. Quand le locataire change la destination de la maison, le bailleur a la possibilité de reprendre sa maison. Quand on dit qu'on a pris pour habiter, voilà, pour une maison d'habitation et après ça devient un débit de boisson, le locataire a la possibilité de récupérer sa maison. Quand il y a des réparations qui nécessitent une évacuation des lieux, le locataire peut reprendre sa maison le temps des réparations. Ou si le bailleur veut démolir la maison pour reconstruire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au bout d'un certain temps, quand on construit une maison, la maison peut s'affaisser ou s'amortir. Et le bailleur est souvent amené à reprendre toutes les constructions, surtout les fondations. Et ces cas nécessitent qu'on démolisse la maison. Donc, dans ces cas, le bailleur a la possibilité aussi de demander au locataire de lui remettre sa maison afin qu'il puisse arranger. Ok. Alors, Olivier, tu as dit, est-ce que justement le bailleur peut-il lui-même mettre dehors le locataire qui refuse de payer en fait, le loyer ou sceller la porte? Malheureusement, c'est les cas qu'on rencontre souvent. Il est formellement interdit au bailleur d'aller sceller la porte du locataire. À partir du moment qu'on loue le local à un locataire, même si le locataire ne respecte pas les termes du contrat, il y a des voies à suivre pour régler la situation. Donc, en principe, on ne peut pas aller cadenasser la porte du locataire. On ne peut pas aller ouvrir la porte et mettre ses effets dehors sans une décision
de justice. Ok. Voilà. Sans une décision de justice, le bailleur ne pourra pas le faire. Et malheureusement, certains bailleurs, souvent par ignorance, parce qu'ils pensent souvent qu'ils sont dans leur bon droit, le font. Et ce n'est pas légal. Le locataire pourrait les poursuivre si il juge nécessaire. Voilà. Alors, maintenant, le cas où souvent il y a des locataires qui voyagent, ou sinon ça même qui peut, comme ils ne payent pas, qui partent, qui inventent quelque chose, mais qui voyagent et qui ferment leurs effets à l'intérieur de la maison. Leurs effets sont toujours là. Maintenant, le bailleur veut bien sa maison, mais il n'arrive même pas à joindre le locataire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, quand vous lisez les dispositions de la loi 103, surtout l'article 55 de la loi dont j'ai cité tantôt, vous allez voir que la loi dit que une maison est abandonnée ou vacante à partir du moment que le local est considéré comme abandonné ou vacant à partir du moment que 3 mois s'est écoulé sans que la personne qui loue le local ou son représentant ne soit trouvé sur les lieux et la personne aussi ne paye pas son loyer. Okay. Alors, en ce moment, le bailleur peut demander encore à la justice de lui permettre d'ouvrir la maison, d'évacuer les effets et de pouvoir mettre d'autres personnes. Mais avant de le faire, déjà, il faut qu'il attende 3 mois pour pouvoir préciser que le local est vacant ou abandonné. Et il faut qu'il fasse constater ça par un huissier de justice. Donc l'huissier de justice va venir faire son constat. Il peut même demander aux voisins, est-ce que le monsieur est venu, c'est depuis quand vous avez vu le monsieur. Et il va dresser son PV. Et c'est muni de ce PV-là que le bailleur pourra demander à la justice de lui permettre d'ouvrir la porte, de faire sortir les effets du locataire afin de pouvoir mettre d'autres personnes. Okay. Tout à fait. D'accord, donc il faut suivre la procédure. Parlons de procédure. Pour un locataire qui ne paye pas le loyer, quelle est la procédure que le bailleur doit suivre pour justement chasser la personne de la maison ou faire partir la personne? Alors, ça me fait sourire parce que malheureusement, c'est pas simple avec le contexte du vie chère. Souvent, c'est pas évident. Et souvent, certaines personnes se retrouvent dans des conditions où ils sont plus à même ou dans une possibilité de payer leur loyer. Et les cas sont récurrents surtout pour les bails à usage d'habitation. Oui. Et souvent c'est triste d'aller voir un père de famille avec beaucoup d'enfants ou avec une femme et des enfants qui n'arrivent pas à payer le loyer et qu'on doit mettre ces personnes dehors. C'est quand même triste. Mais comme le bailleur aussi vit des locations de sa maison, qu'il a construit avec la sueur bien méritée, voilà, il est obligé de lui reverser le loyer. Alors, quand une personne ne paye pas le loyer, ou du moins ne respecte pas les termes du contrat en payant un loyer, le bailleur a la possibilité déjà de faire une approche à l'amiable. Okay. Voilà. S'il n'y a pas de solution, le bailleur pourra s'adresser à un huissier de justice. Et l'huissier de justice va sommer le locataire de payer. Si le bailleur veut qu'il reste, on peut juste le sommer de payer. Mais si le bailleur veut qu'il quitte, on peut le sommer de payer et de déguerpir. Ou lui sommer tout simplement de déguerpir. Okay. Voilà. Et au bout d'un certain temps, si la personne ne réagit pas, puisque l'huissier va mettre un délai dans la sommation. En principe, c'est immédiat, mais l'huissier met des délais pour permettre à la personne aussi de s'organiser afin de pouvoir quitter la cour. Et si au bout d'un certain temps, la personne n'arrive pas à respecter la sommation, le bailleur peut monter une requête et demander au juge des référés de lui donner une ordonnance afin qu'on puisse expulser le locataire. Et quand on fait cette procédure, généralement, on joint à cette procédure la réquisition de la main forte. C'est pour ça que vous allez voir que souvent, certains huissiers viennent dans des
coin de location avec la police ou la gendarmerie. Ils font sortir manu militari les effets du locataire. Donc, il faut se rassurer qu'au moins la personne a été prévenue. Parce Tout à que, de fait. toute façon, tu expliques la procédure. Tout à fait. Parce que quand il la a été décision prévenu. va finir, va tomber même, l'huissier va faire ce qu'on appelle un commandement. On va commander à la personne de quitter la maison sous 8 jours. Et si la personne ne le fait pas, bon, il reviendra avec la police. Force maintenant. Voilà. Alors, on me signale que le temps est terminé. La dernière question, Olivier, est-ce que le bailleur peut convoquer le locataire à la gendarmerie, à la police, chez les forces de l'ordre en fait? Ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que là-bas, ils ne pourront pas vous aider. Okay. Voilà. Souvent, on parle d'affaires civiles, d'affaires pénales. C'est souvent pour cette raison que certaines personnes envoient leur dossier au niveau de la police ou à la gendarmerie. Et puis, la police ou la gendarmerie dit qu'elle est incompétente. Ah, voilà. Ça, on ne sait pas souvent. Voilà, parce que c'est une affaire civile et en principe, ils ne sont pas habilités à interpréter des questions de contrat de bail ou des contrats de location. Maintenant, si le locataire s'est rendu coupable d'un acte répréhensible et détachable, ça veut dire que quand le bailleur est venu pour peut-être réclamer son argent, le locataire l'a frappé ou l'a menacé. En ce moment, voilà, il peut aller au niveau du commissariat ou de la gendarmerie. Il faut aller où alors, Olivier? Il faut aller voir, tout simplement, il faut aller voir peut-être un huissier de justice. Okay. Voilà, si vous allez exposer les faits à un huissier de justice ou ceux qui ont les moyens de prendre un avocat, eux, ils maîtrisent la procédure et ils pourront vous accompagner afin que vous puissiez avoir les fruits de votre dur labeur. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On s'arrête ici. Point final pour l'émission d'aujourd'hui. Rendez-vous demain, jeudi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Allez, cuisse.